Merci, Mika, de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur. Et aussi, je vous remercie, puisque je suis le dernier qui présente, pour avoir organisé ce colloque. J'ai l'impression que ça fait 2 jours déjà, parce qu'il y avait tellement d'interventions riches. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question du réfugié, loin de là. Donc, je vais aborder la question plutôt de la perspective des concepts philosophiques. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, je le dis dans une phrase, comme ça, vous savez déjà dès le début, ce que j'essaie de faire, c'est comment repenser le concept du réfugié à la lumière du concept sartrien de la sérialité. Voilà. Et donc, bien sûr, il faut savoir ce que c'est. Et voilà ce que je fais tout d'abord. Ok, la philosophie existentialiste de Sartre repose, comme on le sait, sur l'idée de la liberté. L'homme est condamné à être libre, selon sa célèbre formule. Or, cette liberté de l'homme est conçue comme une liberté individuelle. En effet, la liberté de l'individu est au centre de l'être et le néant. Ces relations avec autrui sont des relations interpersonnelles et conflictuelles dans lesquelles le moi doit lutter contre le regard objectivant de l'autre, la réciprocité négative ou l'enfer c'est les autres, comme dit Huiclos, publié une année après l'être et le néant. Le collectif, le rapport au groupe, les idées de la solidarité et de l'aliénation sociale n'ont pas leur place dans cet ouvrage. En 1960, Sartre publie Critique de la raison dialectique, une œuvre magistrale, mais malheureusement beaucoup moins connue que L'être et le néant, qui représente la réinterprétation de sa philosophie existentialiste du point de vue de l'histoire et du rôle des groupes dans les événements historiques, dont l'exemple paradigmatique, ou du moins l'exemple principal, c'est la Révolution française. Donc la liberté individuelle de l'être et le néant cède la place au groupe révolutionnaire dans la critique. La foule se transforme en groupe. À la fois spontané et éphémère, le groupe révolutionnaire, le groupe en fusion, selon la terminologie de Sartre, opère et représente la liberté humaine dans la dialectique de l'histoire. L'idée de la liberté persiste donc au centre de la pensée de Sartre. Cette vision sartrienne de la foule est tout à fait radicale dans l'histoire intellectuelle du XXe siècle. Selon les célèbres analyses de Freud, de Le Bon et de Canetti, la foule est irrationnelle, violente, conformiste, facile à manipuler. Elle détruit l'autonomie individuelle et s'oppose à la liberté. La foule est donc une catégorie négative dans la pensée philosophique et scientifique. Provoquée par l'exemple des spectacles de masse du fascisme dans la première moitié du siècle, on présente la foule comme une menace particulière à la société civilisée. Sartre, au contraire, voit dans la foule la possibilité de la transcendance, de l'autotranscendance du groupe authentique, même par la violence et la destruction, comme dans son exemple privilégié, la prise de la Bastille. Le groupe en fusion émerge organiquement de la foule lorsqu'il y a un projet commun qui unifie en ensemble dans un moment imprévu et soudain de dépassement. Ceci est rendu possible par la médiation du tiers. Le groupe se montre dans chaque individu du groupe. Sartre écrit « Je me vois venir au groupe en lui ». Aucun individu n'est à l'origine du groupe. Il n'y a pas de premier membre ou d'hiérarchie préalable. Sartre écrit « Chacun est le centième de l'autre ». Donc chaque membre du groupe est souverain. Il n'y a pas de dirigeant. Chacun dirige et est dirigé réciproquement et en alternance. Et citation de Sartre. « Je suis intégré à l'action commune quand la praxis commune du tiers se pose comme régulatrice. Je cours, de la course à tous, je crie « Arrêtez !» Tout le monde s'arrête. Quelqu'un crie « Repartez !» Ou bien « À gauche, à droite, à la Bastille !» Tout le monde repart, suit le tiers régulateur, l'entoure, le dépasse. Le groupe reprend dès qu'un autre tiers, par un mot d'ordre ou une conduite visible de tous, se constitue un instant comme régulateur. Mais le mot d'ordre n'est pas obéi. Qui obéirait et à qui ? Ce n'est rien d'autre que la praxis commune devenant un tiers régulatrice d'elle-même chez moi et chez tous les autres tiers.
dans le mouvement d'une totalisation qui me totalise avec tous. Le mot totalisation, c'est le concept sartrien de la synthèse dans sa dialectique. Voilà. OK, fin de citation. C'est-à-dire que chaque membre du groupe est le médiateur des autres du groupe et le groupe en général est le médiateur de chaque individu. Le groupe est donc une coïncidence particulière de la praxis individuelle et celle du groupe. C'est ce que Sartre appelle la réciprocité médiatisée. La réciprocité médiatisée par un tiers. Il n'y a donc pas d'esprit collectif ou de conscience collective durkheimien chez Sartre. Un bon exemple récent, pour vous donner un exemple moderne, c'est les émeutes de Stonewall, une résistance spontanée et violente contre une descente de la police au 28 juin 1969 à New York, au Stonewall Inn. C'est l'événement qui a lancé le mouvement pour les droits des homosexuels. On peut donc faire la ligne directe entre cet événement imprévu et le mariage gay qui arrive 40 ans plus tard. Et ça, c'est vraiment le groupe éphémère. Ce n'est pas parce qu'ils lisaient Foucault qu'ils ont qu'ils ont résisté à la police, c'est parce qu'ils ont été battus, etc. Et ce groupe s'est formé dans cet instant, et a créé un mouvement dans cet instant. C'est ça dont parle Sartre. Ok, la praxis dans ces exemples, c'est la réciprocité positive du groupe en fusion, le groupe révolutionnaire. C'est cela qui distingue l'analyse sartrienne des analyses traditionnelles de la foule comme une simple réciprocité négative. Par les médiations du tiers, l'aliénation et l'isolation de l'individu sont dépassées et remplacées par une praxis commune. La foule devenue groupe en fusion agit toujours et par définition pour la liberté humaine, car sa transcendance est tout simplement la négation des conditions de rareté, encore un mot technique de Sartre, et d'oppression sociale, de ce que Sartre appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire les restes matériels, matériaux de la praxis passée qui persistent comme inertie et qui ne répondent plus ou qui résistent aux besoins humains. Le pratico-inerte réside dans le langage, les institutions, les rituels, les normes comme ossification des pratiques sociales et donc comme antipraxis. Cette dichotomie fondamentale de l'ontologie sociale de la critique, celle du pratico-inerte et de la praxis du groupe, nous propose donc une reformulation au niveau social de la dichotomie principale de l'être et le néant, de l'être en soi et l'être pour soi. L'inertie et la spontanéité, la facticité et la transcendance. Mais d'autre part, on y voit l'influence de Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss, il est mentionné beaucoup dans la critique, et il reprend les idées de Lévi-Straussiennes telles que la réciprocité, la structure surtout. Car cette dichotomie rappelle aussi l'opposition structuraliste entre langue et parole, sauf que Sartre y trouve un rapport proprement dialectique, qui l'oppose à la méthode analytique que Sartre attribue à Lévi-Strauss. Méthode qui, selon Sartre, présuppose une notion statique de la structure. Chez Sartre, le pratico-inerte est la négation de la praxis, comme la praxis est la négation du pratico-inerte. Et cette oscillation, c'est la dialectique de l'histoire. La structure du pratico-inerte est donc l'événement de son dépassement dans la négation opérée par la praxis. On peut dire alors que Sartre est déjà post-structuraliste dans cette œuvre. Excusez-moi. Au groupe en fusion, au groupe révolutionnaire, Sartre oppose ce qu'il appelle les collectifs. Donc pour Sartre, groupe et collectif, c'est complètement opposé. Ce n'est pas la même chose. Donc quand je dis groupe, c'est une chose. Quand je dis collectif, c'est complètement différent. Okay, donc ce n'est pas synonyme. Alors, le groupe est l'aspect actif de la société, le collectif, l'aspect passif. Les collectifs sont ce que Sartre appelle une série, ni purement aléatoire, comme un groupe d'individus à un carrefour qui attendent pour traverser la rue, ni intentionnel, un vrai groupe. C'est le cas dans les transports en commun, par exemple, où les individus d'un ensemble ont le même intérêt, arriver à leur destination par un moyen choisi, mais pas d'objectif ou de projet commun. Okay? Ils ont un intérêt, mais pas de projet commun. L'intérêt qui unit les membres d'un collectif est purement extrinsèque. Il n'émane pas du rassemblement lui-même. Le collectif se définit
par ce que Sartre appelle la sérialité, concept clé de la critique de la raison dialectique. Bien que figure de la passivité, la sérialité n'est pas une catégorie neutre. C'est la forme sociale produite par la structure du pratico-inerte, donc par la rareté et l'ossification. C'est donc une condition sociale aliénée, imprégnée de solitude. La solitude qui, dans ce contexte, est une condition spécifiquement sociale et non pas individuelle. Sartre consacre quelques belles pages à l'analyse du concept de la solitude. Il écrit « Il s'agit d'une pluralité de solitudes. Ces personnes ne se soucient pas les unes les autres, ne s'adressent pas la parole et en général ne s'observent pas. Il existe côte à côte autour d'un poteau de signalisation. La solitude de l'organisme comme impossibilité, et c'est ça le point, l'impossibilité de s'unir avec l'autre, dans une totalité organique se découvre à travers la solitude vécue comme négation provisoire par chacun des rapports réciproques avec les autres. » Fin de citation. Cette solitude est une relation de la non-réciprocité ou de la fausse réciprocité au niveau de la série. Car c'est une relation d'impuissance, d'altérité. Les membres d'un collectif, dans leur situation de sérialité, se trouvent incapables d'agir en concert pour atteindre un objet commun. Ils restent au niveau des individus atomiques, où chacun est un obstacle ou un rival pour l'autre. Même en cas de panique ou d'émeute, c'est chacun pour soi. C'est la foule irrationnelle des analyses de Freud et de Le Bon. Sartre parle aussi de l'intensité de solitude comme relation d'extériorité entre les membres d'un rassemblement et des solitudes réciproques comme négation de la réciprocité. La solitude, puisqu'elle est complètement imprégnée de sérialité, est une anti-autonomie. Donc ça serait la réponse sartrienne à la question qu'a proposée l'intervention précédente. C'est bien une perspective différente. La solitude elle-même est-elle une forme d'autonomie ? Car la solitude, c'est ça la question qu'elle posait, la réponse de Sartre, c'est non, parce que il dit la solitude est projet, mais c'est un projet de dépendance. Citation de Sartre, s'isoler par la lecture du journal, c'est utiliser la collectivité nationale et finalement la totalité des hommes vivants, en tant qu'on y figure et qu'on y dépend de tous, pour se séparer de ces 100 personnes qui attendent ou qui utilisent la même voiture de transport en commun. Solitude organique, solitude subie, solitude vécue, solitude conduite, solitude comme statut social de l'individu. Solitude comme réciprocité d'isolement dans une société créatrice des masses. Donc cette solitude pour Sartre existe comme négation de la réciprocité positive du groupe authentique. En bref, c'est une figure privilégiée de l'aliénation et de l'impuissance sociale. Alors, les célèbres exemples quotidiens de sérialité que donne Sartre sont des descriptions vivantes d'une atomisation qui nous empêche de nous rassembler en tant que groupe authentique. L'auto-aliénation que je ressens dans les situations comme faire la queue pour l'autobus, il passe quelques pages sur ça en fait, faire la queue pour l'autobus ou un rassemblement indirect devant l'émission de radio, résulte d'une intériorisation de l'altérité, un rapport d'extériorité à l'égard de l'autre. Le comportement souvent décrit comme antisocial est tout simplement une socialité aliénée, dépourvue de la possibilité de transcendance. Je ne peux, en effet, être isolé qu'avec les autres. La solitude dans la foule, selon l'expression de notre organisatrice Miguel. La sérialité sartrienne définit ainsi toute une manière d'être social. Sartre écrit « Il y a des comportements sériels, des sentiments sériels, des pensées sérielles. » Et en ceci, Sartre reprend l'analyse heideggerienne de Dasman. Dans L'être et le temps, Heidegger, il écrit « Dans l'utilisation des moyens de transport », donc en fait c'est le même exemple, que des moyens de transport public, dans l'emploi de l'information, le journal, tout autre ressemble à l'autre. Cet être l'un avec l'autre dissout totalement le design propre dans le mode d'être des autres. Donc c'est clair que Sartre s'inspire d'Heidegger, de son concept existentialiste de la
culture de masse, pour sa conception de la sérialité. La sérialité est donc une catégorie négative. C'est ce qui fait obstacle à la liberté humaine et maintient l'homme dans l'état de rareté. Dans l'esprit de ce colloque, nous allons maintenant examiner brièvement comment la sérialité peut définir et nous aider à mieux comprendre la condition et le concept du réfugié. On pourrait tenter de dire que les réfugiés d'une région ou d'un pays précis forment en quelque sorte des groupes et non des collectifs. Ils parlent la même langue, ont la même culture et partagent les mêmes causes de victimisation. Mais a priori, les réfugiés forment des séries et non pas des groupes au sens sartrien. Les réfugiés se distinguent selon leurs origines, mais sont identiques quant à leurs besoins, par la nécessité de demander l'asile dans un pays où la situation est meilleure ou du moins tolérable. Les réfugiés ont le même intérêt, oui, la sécurité, la possibilité de l'emploi et être accueillis, mais ils n'ont pas de projet commun. Ils n'agissent pas de concert pour atteindre leurs objectifs. Ils ne coopèrent pas, au contraire. Ils sont dans la condition de la sérialité. Leur aliénation, leur isolation est d'autant plus intense car ils sont tous arrachés à leur pays et à leur culture d'origine. C'est une sérialité dans la sérialité, parce qu'ils sont doublement aliénés. Leur condition de rareté en tant que réfugiés est superposée à une condition de rareté dans le pays d'accueil. C'est une rareté à l'échelle du monde, un système global dans lequel il y a une pression constante de migration ou de mouvement entre les pays en situation de rareté ou d'oppression politique vers les pays de situation d'abondance relative. Et c'est ça l'opposition sartréenne entre la rareté et l'abondance, de libéralisme politique et de stabilité sociale, et entre les pays où le taux de natalité est très fort et les pays où le taux de natalité est très faible, bien sûr. Puisque le nombre de réfugiés est limité selon la politique de chaque pays, chaque réfugié est un obstacle pour l'autre. Ils sont complètement déterminés par la condition de rareté. C'est une série par définition. Pour chaque réfugié ukrainien admis aux États-Unis, il y a un réfugié guatémalien qui est refoulé. Pour chaque réfugié qui réussit, il y a un autre qui échoue. Ils font tous la queue, métaphoriquement et littéralement, pour adapter l'exemple de l'autobus de Sartre. Les réfugiés sont donc des collectifs par leur statut même de réfugiés, une catégorie politique ou administratif, comme on a dit avant, ce qui les distingue des autres ensembles qu'analyse Sartre. En tant que réfugiés, ils n'ont pas de pouvoir d'action, et à la différence des citoyens des pays démocratiques qui choisissent ceux qui établissent des règles, les réfugiés, bien sûr, dépendent des règles qui leur sont totalement extérieures. Pourquoi, alors, les réfugiés provoquent-ils les sentiments aussi opposés que la sympathie et la peur? On peut s'identifier aux réfugiés avec sa détresse, mais on a peur de leur nombre. Tant qu'ils restent peu nombreux, la plupart des gens ont tendance à ne voir que leur détresse. C'est lorsqu'il y a des masses de réfugiés, comme des réfugiés syriens entre 2015 et 2017, que la politique des réfugiés change radicalement. Cela ne peut pas être entièrement dû au racisme, mais bien sûr, cela joue un rôle très important. Mais celui qui accepte très volontiers 5 000 réfugiés à bras ouverts hurlera devant 500 000 ou 5 millions. Et ce n'est pas uniquement une question de ressources économiques. Rappelez-vous que l'Union européenne a payé des milliards d'euros à la Turquie pour garder les réfugiés syriens chez eux. Non, la raison est très simple. Nous avons peur que les réfugiés se forment en groupe, les réfugiés qui viennent d'une région spécifique, où ils parlent la même langue, la même culture, qui forment un groupe, et qui sont suffisamment nombreux et assez homogènes que si on leur donne la possibilité de rester dans le pays d'accueil, avec éventuellement le droit des cités, ils pourraient se former un groupe pour changer la politique du pays. En d'autres termes, ce qui nous fait peur, ce ne sont pas les réfugiés en tant que foule, mais les réfugiés en tant que groupe. Pour conclure,
Je préfère l'ontologie sartrienne de la perspective analytique et la perspective analytique qui en découle aux analyses sociologiques traditionnelles, non pas parce qu'elles sont plus réalistes, mais parce qu'elles visent à trouver un vrai équilibre entre la possibilité de dépassement des conditions actuelles et leur inertie. Les sociologues, très souvent sans le vouloir, se trouvent le plus souvent du côté d'un déterminisme social, même quand ils essaient de l'éviter, comme Pierre Bourdieu, qui cherche le mi-chemin entre Lévi-Strauss et Sartre. Je vous en remercie.